Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Sophie Vigneault, directrice des affaires publiques d'Adacap, société du groupe Novartis. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir un certain nombre de représentants de la filière de médecine nucléaire et de leur soutien, ou des personnes qui travaillent dans cet environnement pour travailler effectivement tous ensemble à la structuration d'une filière. J'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde avec l'ensemble des participants autour d'un sujet qui nous anime évidemment chez Adacap Novartis, autour de la médecine nucléaire qui connaît un profond changement de pratique avec l'introduction de la radiothérapie interne vectorisée, donc qui permet aujourd'hui de proposer des solutions thérapeutiques à des patients dans des affections cancéreuses. Le nombre de patients de plus en plus nombreux adressés à ce sujet nécessite aujourd'hui de relever plusieurs enjeux, puisqu'effectivement on doit adresser des enjeux de personnel, de ressources humaines, ça ne vous étonnera pas dans la santé, de structure, de coordination et de financement évidemment de tout cet effort. Tout ça autour d'un critère qui est absolument important et incontournable, qui est la coordination entre les professionnels de santé. Donc nous allons, au travers de cette table ronde, adresser le sujet du parcours de la radiothérapie interne vectorisée. Comment pourrait-on définir un parcours efficient? Quelles sont les compétences engagées? Quelles sont les bonnes pratiques finalement qui permettent de rendre ce parcours efficient également pour le système de santé et pour les patients, puisque le premier devoir que l'on a, c'est évidemment de donner accès au traitement à tous les patients qui sont éligibles. Pour ouvrir cette table ronde, je vous propose d'accueillir le sénateur Khalifé Khalifé, qui nous fait l'honneur d'accepter d'ouvrir cette discussion autour de la médecine nucléaire et de son développement, et qui va nous rappeler les enjeux au titre du législateur et de l'intérêt qu'il porte en tout cas à ce sujet. Merci infiniment, monsieur le sénateur. Je vous laisse peut-être prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le président de la Société française de médecine nucléaire, monsieur le représentant de la Ligue, madame la présidente de la Société française de radiopharmacie, cher Didier, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour l'ouverture de cette réunion professionnelle, amicale, en tout cas qui traite d'une innovation thérapeutique importante. J'ai un peu de nostalgie aussi, puisqu'il y a exactement 45 ans, en 1980, j'étais presque vieil interne en cardiologie à Nancy, quand on a expérimenté sur les internes, mais aussi les externes, la tomographie myocardique au thallium. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu es trop jeune pour moi, mais à l'époque, on avait des scintigraphies myocardiques. Chaque fois qu'on les voyait, c'était illisible. On disait, c'est des crottes de mouche. Et les médecins nucléaires qui étaient particulièrement performants étaient vexés, et c'est comme ça qu'on a pu, avec Max Amor, Alain Bertrand et d'autres de l'équipe, commencer à faire les tomoscintigraphies, et là on voyait bien le myocarde et sa perfusion. Donc c'est avec un peu de nostalgie que je vis aujourd'hui, mais en temps dans le versant carcinologique, cancérologique, cette évolution de la médecine nucléaire qui est passée d'un stade diagnostic au stade thérapeutique aujourd'hui, et les molécules que nous avons à notre disposition ont permis déjà de soigner quelques milliers de patients, 4000 je pense en France, dans deux indications particulières, mais je crois que les spécialistes vont y revenir, la prostate et puis les tumeurs neuroendocrines. Mais vous savez aussi bien que moi, sinon mieux que moi, qu'il y a d'autres molécules encore plus spécifiques, encore plus précises pour d'autres types de cancers qui sont à l'étude, et tout ça c'est promettant. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des centres, il faut qu'il y ait de la proximité, et c'est pas la Ligue contre le cancer qui va me contredire, et encore moins le directeur du centre anticancéreux de Lorraine. Il faut que les équipes soient au complet.
et que pour le moment on n'a que 40% de couverture territoriale, c'est très peu et il faut arriver à 100%, mais pour ça il faut combler les postes de médecins nucléaires, cher Didier, il faut former les équipes, chère Madame la Présidente, et il faut des machines et il faut des équipements hospitaliers et des investissements hospitaliers importants pour installer les malades. Tout ça nécessite bien sûr un environnement et un parcours des soins qui est particulièrement bien développé en cancérologie, vous le savez très bien. Et ça, c'est peut-être une facilité pour nous, mais malgré tout, il est capital. Vous vous rendez compte, je parle devant l'ancien directeur de l'ARS en demandant des moyens supplémentaires, chose qu'il ne faut jamais faire. Et tout ça, je suis assez confiant pour ce parcours du patient et pour la sécurité. Mais ce qui est important pour le législateur, c'est de vous aider à avoir déjà tous les moyens nécessaires, d'une part, et surtout, trouver des statuts à la hauteur de l'investissement, pas seulement des médecins, ce qu'ils l'ont déjà, mais toutes les personnes qu'il faut former. Et je peux vous dire, chère madame, que j'ai réclamé des postes de radiophysiciens et à une grande école d'ingénieurs, j'ai réclamé un peu plus de radiophysiciens pour pouvoir mener à bien ce projet. Voilà, avec mes collègues au Sénat, on est quelques médecins à être investis à côté de vous dans ce dossier et sachez que le Sénat, c'est les territoires, c'est les patients aussi. Et bravo encore pour cette innovation et on restera à côté de vous. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Pour ces propos introductifs, comme vous le soulignez, il y a une opportunité à définir le parcours qui soit le plus efficient pour les patients, pour les professionnels de santé et donc pour les territoires par voie de conséquence. Je vous propose maintenant d'accueillir donc le professeur Frédéric Courbon, qui est président de la Société française de médecine nucléaire, ainsi que le docteur Chloé Lamza, qui est présidente de la Société française de radiopharmacie, pour que justement nous puissions rentrer un petit peu plus dans le détail de ce parcours, vous puissiez nous expliquer quelles sont les compétences, les enjeux et comment peut-on rendre ce parcours efficient. Tu veux pas? Non, tu veux pas. Alors, attends. Ok, oui, merci. Merci. Donc, ça va être un exercice multidisciplinaire, ce qui est la médecine nucléaire tous les jours, avec Chloé, qui est présidente de la Société française de radiopharmacie, mais radiopharmacienne tous les jours, avec lesquels je travaille. Le premier message que je voudrais vous faire passer, c'est que si on parle d'un traitement technologique, c'est d'abord un traitement de mise en œuvre multidisciplinaire. Le médecin nucléaire tout seul, il fait rien. Le titre était et est Médecine nucléaire, innovation, comment le parcours de soins contribue-t-il à l'efficience d'un système de santé en tension? J'aurais pas dû accepter cette planche au départ, mais je vais essayer de vous illustrer comment. D'abord, le parcours de soins dont on parle, c'est celui de l'irradiation des malades avec des molécules radioactives. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est la radiothérapie interne vectorisée. Ensuite, l'efficience. Où est l'efficience de la radiothérapie interne vectorisée et en quoi le travail autour de l'efficience de la RIV est une source de progrès, une source de gain de valeur. Sur le système de santé en tension, je ne vais pas m'étendre. D'autres que moi savent encore mieux à quel niveau se trouve la tension. Donc, je ne détaillerai pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que la RIV? Dans cette ambiance un peu guerrière et belliqueuse qu'on entend, je vais prendre l'exemple d'un missile. Un missile qui est guidé sur une cible particulière pour lequel il a une reconnaissance particulière. Le traitement dont on parle principalement ici, c'est un missile qui reconnaît les cellules du cancer de la prostate. D'accord ? Ce missile, on peut lui faire transporter deux choses. Soit des isotopes, des éléments radioactifs qui servent à faire de l'imagerie, et on fait de l'imagerie, de la TEP. Soit on lui fait transporter le même missile, avec le même missile, on fait transporter un isotope qui détruit les cellules. Donc un missile, deux applications. Une application diagnostique, une application thérapeutique.
On va parler du mot de théragnostic. D'accord? Et le principe est très simple. Si je vois la cible, alors je peux détruire la cible. Je traite ce que je vois et je vois ce que je traite. Si c'était aussi simple que ça, nos malades vivraient beaucoup plus longtemps que ça. Il y a de la recherche derrière, il faut poursuivre. Déjà, je vous ai montré, il y a du médecin, du physicien parce que c'est de l'irradiation, et du radiopharmacien parce que pour accrocher et pour charger le missile, sans toi, sans vous, on fait rien. La chaîne diagnostique et le parcours dont on va vous parler plus en détail, Chloé, c'est une chaîne qui fait d'abord que le malade doit avoir une imagerie pour voir si les cibles sont là. Et si les cibles sont là, alors le malade peut être irradié avec le même vecteur en changeant d'isotope. Là aussi, c'est une chaîne multidisciplinaire, des manipulateurs en électroradiologie pour mettre en œuvre les dispositifs d'imagerie, des préparateurs en pharmacie pour préparer ces médicaments thérapeutiques, des infirmières et du soin pour s'occuper des malades. Donc, une coordination complète d'une chaîne où tout le monde se tient. Alors, est-ce qu'il y a de la tension? Pour ceux qui gèrent le business, pas trop. Vous avez ici l'évolution des business en matière de médecine nucléaire et de radiothérapie interne vectorisée. Et vous reconnaissez ici deux molécules qui sont utilisées grâce à la générosité, il faut le dire. Notre pays est généreux. On a le remboursement d'une molécule qui prolonge très significativement la vie des patients qui ont des tumeurs endocrines digestives, ça s'appelle le Lutathera, et une molécule qui vient juste d'avoir sa publication au journal officiel de son prix, c'est une molécule qui améliore la qualité des cancers de la prostate métastatique réfractaire, bref, ont tout eu, et la FDA, donc l'équivalent américain, vient de donner l'autorisation de ce traitement pour les malades avant la chimiothérapie. On remonte dans les lignes. Alors, l'efficience. L'efficience sur ces parcours de soins complexes, elle est augmenter la qualité et la sécurité des soins, une efficience éthique, avec, vous l'avez dit, une problématique d'accès territorial, monsieur le sénateur. Il faut que tous les patients français puissent avoir accès aux soins, qu'ils habitent à Rodez, cher à nos confrères cardiologues, ou qu'ils habitent près de la frontière allemande, dont on sait qu'il est plus facile d'avoir des traitements en Allemagne. Une équité territoriale. Une éthique économique, la soutenabilité de dépenses de santé est un vrai sujet. L'offre et l'accès à l'innovation avec ces molécules innovantes est un vrai sujet. Où sont les gains de valeur? Où sont les gisements de valeur? Où est l'optimisation? Et aussi, un phénomène important à ne pas négliger, c'est la durabilité. Comment on gère les déchets de ces patients? C'est vrai pour les chimiothérapies, mais c'est aussi vrai pour les molécules radioactives thérapeutiques. Alors là, désolé pour la diapositive chargée, mais en fait, l'impression que je voulais que vous reteniez, c'est ça, c'est que c'est chargé. Je vais vous montrer le parcours d'un malade. Vous avez un patient qui a un cancer de la prostate, il est là. Il n'est pas douloureux, mais il a tout eu. La maladie résiste à l'hormonothérapie et à la castration, donc c'est un homme castré, avec tous les symptômes d'un homme castré, pour lequel il y a des traitements hormonaux et des chimiothérapies, la maladie progresse. Il y a une décision multidisciplinaire, encore une fois la multidisciplinarité, ce traitement n'a de sens que s'il est intégré à un réseau de soins. La réunion de concertation pluridisciplinaire dit « Ok, ce malade est éligible à la radiothérapie interne vectorisée ». Il faut qu'il voit des docteurs, des médecins nucléaires qui sachent ce que c'est que la rive. Parce qu'expliquer la rive en 10 minutes comme ça, c'est déjà pas facile. Expliquer ça à un patient, c'est encore plus long, à son épouse, etc. Il faut prendre du temps. Parce que ce médicament a un effet clinique bénéfique, mais il a aussi des effets secondaires. Il a aussi des contraintes. Et le parcours n'est pas simple. Il faut lui expliquer qu'on doit faire de l'imagerie, vous savez, pour voir si la cible est là. Et puis si la cible est là, il faut le revoir, pour lui dire, OK, on va le traiter. Mais aussi, il va falloir le voir, ce patient pour lequel la cible n'est pas là. Savoir dire non, refuser un traitement parce qu'on sait qu'il ne va pas être efficace, ça prend du temps en consultation. Et puis ensuite, il va falloir le traiter. Chloé va vous parler plus en détail de ce bilan d'imagerie, ce parcours de soins, et ensuite je reprendrai la main sur le parcours thérapeutique. Si Chloé, tu veux parler du problème de l'accès aux médicaments diagnostiques. Oui, tu peux passer les slides, normalement elles doivent être après, je pense. Encore après, voilà. Juste avant, ouais. Après, juste, voilà. Bon. Donc, en fait...
concernant en fait les bilans qui sont préalables à la mise en place du traitement, c'est assez lourd puisque en fait au départ nous devons déjà voir le patient pour vérifier que cliniquement d'un point de vue médico-social et d'un point de vue de son bilan de médication, il va pouvoir répondre aux critères qui vont permettre de pouvoir avoir notre traitement. Et c'est pour cela qu'on va avoir une HDJ qui va nous permettre de mettre 3 professionnels pour voir ce patient sur une consultation qui dure environ 4 heures et qui vont nous permettre justement de pouvoir vraiment évaluer le patient dans sa globalité. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir faire un point de ce patient qui a déjà eu beaucoup de traitements et qui a un parcours déjà assez lourd et pouvoir justement faire un point à ce moment-là et évaluer donc son niveau d'acceptabilité sur notre parcours qui est un parcours complexe. Et puis après, donc, ce dont parlait Frédéric, il y a tout un bilan d'imagerie qui doit être réalisé, qui va nous permettre de pouvoir vérifier que la cible est présente et que donc on ne va pas irradier le patient pour rien. Et ce bilan, il est fait par 2 types de molécules. Une molécule qui est commercialisée et qui est accessible d'un point de vue industriel. Et aujourd'hui, également des molécules qui sont réalisées par les radiopharmacies et donc par les établissements de santé. Et donc, ça fait partie de l'efficience également de ce parcours-là. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler à permettre de développer en fait ces préparations, qui sont des préparations assez spécifiques, au niveau de l'ensemble des territoires, qui ne sont pas forcément les hôpitaux qui vont traiter les malades après, mais par contre qui vont avoir des unités d'imagerie et des radiopharmacies et qui vont pouvoir s'expertiser justement sur la préparation de ces molécules. Donc en fait, il y a un enjeu à la fois de territorialité par rapport à ça, puisqu'il, comme disait Frédéric, il faut un réseau qui va nous permettre, nous derrière, en tant que gros centre de cancérologie, de pouvoir traiter ces patients. Mais il va falloir aussi permettre aux radiopharmaciens, aux manipulateurs en électroradiologie de pouvoir se développer et de former à faire des consultations patients, ce qui n'est pas leur cœur de métier au départ. Et donc c'est vraiment un enjeu aussi de formation et d'efficience pour nous sur la partie économique, parce que ça va nous permettre de développer de nouvelles activités qu'il va falloir du coup valoriser au sein des établissements de santé. Alors, un exemple tout bête. Alors, j'ai pris ma région, vous m'en voudrez pas. Ça, c'est la région Occitanie. Vous avez dit, monsieur le sénateur, que le territoire, c'est important. Je confirme, c'est très important que l'insertion médicale et soignante dans une communauté territoriale se fasse. On connaît les déficits médicaux, on connaît le manque de médecins généralistes. Il y a un département qui n'a pas eu de cancérologue pendant des semaines et des mois. Moi, j'habite ici, ça c'est la Haute-Garonne. Mon centre, il traite tout ça. Il y a un centre à Montpellier, un centre à Nîmes. Et à tous les 3, simplement tous les 3, on traite toute l'Occitanie. Et les malades, ils font 2 heures d'ambulance, 1 heure d'ambulance. Donc il faut simplifier le parcours. Imaginez un cancer de la prostate qui a mal. Le foutre dans une ambulance pour faire une photo, ça n'a pas de sens. Mais il faut structurer le territoire pour qu'ils puissent faire les photos. Les molécules que fabrique Chloé, on ne peut pas les garder dans le tiroir, en stock. La molécule, elle est fabriquée pour le malade donné, à une heure donnée. Si le malade rate sa molécule, rate son lit, je mets à chaque fois 15 000 € à la poubelle. Rien que ça. Et puis, le maillage territorial, c'est important parce que ce malade, je vais le traiter, je vais lui faire baisser ses plaquettes, je vais lui faire baisser ses globules. Qui c'est qui s'occupe de l'anémie ? Qui c'est qui s'occupe de la thrombopénie? Qui c'est qui la surveille? Où est la coordination du soin? Le malade, il a un nouveau mal. Qui s'en occupe? Qui connaît la rive en région? Pas grand monde. Donc, juste la territorialité. Alors, il y a des zones montagne. C'est pas simple non plus, les zones montagne à gérer. On fait pas venir un malade comme ça, juste pour un culot. Donc, il y a une spécificité territoriale et un maillage territorial qui est très important. La réflexion préalable à la structuration du réseau de soins, parce que la molécule est compliquée, parce que la molécule, elle a une cinétique très courte, c'est une source d'efficience majeure. On va monter en compétence les manips, on monte en compétence les infirmières et on monte en compétence le réseau de soins en cancérologie. La gestion durable de cette activité-là, l'intégration de tous les corps de métier, c'est aussi une source d'efficience. Les manips radio vont apprendre à faire autre chose. Les médecins nucléaires, certains vont apprendre à faire de la clinique. Les infirmières vont se mettre à faire de la coordination dans ce soin qu'elles ne connaissaient pas. Et je suis très content d'avoir avec moi des radiothérapeutes à côté parce que
Il ne faut pas réinventer l'eau chaude, il faut juste voir ce qu'on fait des années avant nous. Pas compliqué, mais juste il faut le faire. Peut-être associer des infirmières de radiothérapie à ce job-là si ça les intéresse. Il faut avoir une vision très transdisciplinaire des choses. Est-ce que ça va régler le problème de l'attention? Alors là, c'est pas des sources ministérielles. Vous tapez ChatGPT ou Google pour taper métier en tension et vous avez des chiffres. On sait tous qu'il manque de monde. On manque de manip, on manque d'infirmières. Il ne faut pas compter sur l'un pour remplacer l'autre. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est se servir de ces innovations pour que les manips restent là où ils sont et pour que les infirmières veuillent continuer à travailler là où elles sont. Donc la source d'efficience est une efficience managériale, l'innovation au service de l'attractivité et de la captation des jeunes et des moins jeunes. Et donc s'inscrire dans un schéma dans lequel il y a une évolution des compétences. C'est une source d'efficience. L'environnement dans tout ça, c'est très important, la durabilité, et ça c'est un point critique pour l'acceptation sociale, environnementale du traitement. Vas-y. Oui, parce qu'en réalité, en fait, derrière tout ça, il y a des malades. Et ces malades, on les traite en ambulatoire. Donc, une fois que qu'ils ont été injectés, ils sont radioactifs. Et donc, ils vont être acteurs de la gestion de leurs déchets. Ce qui est vraiment pour nous un point important, c'est que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein du collectif, on travaille avec les associations de patients, puisqu'en fait, il y a un vrai enjeu à ce que le patient puisse comprendre la gestion de ces déchets qui vont être de plusieurs mois. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on injecte un patient, si par hasard il génère du déchet chez lui, c'est 3 mois de gestion avant de pouvoir les jeter dans le circuit de déchets. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a le fait qu'on travaille beaucoup avec les partenaires de la filière déchets, puisqu'il faut se rendre compte que si le déchet il est rejeté avant d'être plus radioactif, bah, il va y avoir une déchetterie qui va se mettre à sonner. Donc ça veut dire les pompiers, ça veut dire détecter quelle poubelle sonne. Donc c'est un enjeu sur lequel nous travaillons pour essayer de créer, de répondre à un besoin aujourd'hui qui est en cours, qui est vraiment le développement de cette activité. Donc il y a une efficience là-dedans. Et puis également, il faut voir qu'au niveau hospitalier, ça fait des années que les centres sont équipés pour pouvoir gérer les déchets, les stockages, que ce soit donc là les cuves de décroissance que vous pouvez voir qui permettent de limiter donc le stockage des liquides. Mais en réalité, ce type de structure est nécessaire dans de plus en plus d'établissements pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des enjeux, c'est-à-dire de quelle manière, et d'ailleurs c'est ce que disait monsieur Califet, c'est qu'il faut pouvoir répondre d'un point de vue structurel pour que nos établissements puissent accéder à ce type de traitement. Sans ces équipements, ils ne pourront pas accéder à ces types d'équipements. Pour conclure, monsieur le sénateur, merci beaucoup de votre présence. Monsieur le directeur, merci beaucoup. Chers confrères radiothérapeutes, merci beaucoup. Pourquoi je dis tous ces merci? Pas par flagornerie, parce que cela arrive, c'est une transformation d'une discipline médicale. C'est une transformation d'une chaîne de soins. C'est compliqué à gérer, ça ne dépend pas que du docteur. On a besoin d'une expertise qui est une expertise juridique, législative, pour encadrer ça. On a besoin de soutien des institutions. Dire à un directeur, au fait, j'ai une bonne idée, il faudrait 3 cuves de 7000 litres. Ouais, vas-y. C'est quoi le modèle économique et financier? C'est quoi les ressources? On a besoin de nos compagnons, radiothérapeutes, oncologues, pour faire rentrer de la clinique dans la cancérologie. Bref, on a besoin, et c'est ce qu'on dit, on a besoin d'une espèce de plan global avec des véhicules juridiques qui simplifient un certain nombre de choses, qui encadrent d'autres choses, pour que l'objectif final, c'est qu'on puisse traiter tous les malades français qui ont besoin de ce médicament et des autres à venir. Pour le cancer de la prostate, le délai raisonnable, c'est 6 semaines. 6 semaines avec 15 jours, voire 1 semaine de commande, ça vous fait 4 à 5 semaines max pour faire le bilan, décider le traitement et de commencer à traiter le malade. Faut speeder. Le temps n'est pas notre allié. Donc voilà, merci encore de votre accueil, de votre soutien. Merci professeur Courbeau, merci docteur Lemza. Comme vous le voyez, la définition du parcours, elle embarque finalement tous les acteurs. Effectivement, ce soutien législatif pour le regard des territoires est extrêmement important et pour aller jusqu'à une définition législative de ce parcours. Et puis, on voit combien la communauté médicale et scientifique se mobilise pour trouver déjà à périmètre constant des solutions et proposer celles qui doivent intervenir demain.
justement ces solutions d'organisation. On aimerait bien avoir l'avis du professeur Peifert qui nous a rejoint sur cette table ronde et on vous en remercie, monsieur. Vous êtes le directeur du centre de l'Institut Cancérologie de Lorraine et vous intervenez au titre de la direction d'Unicancer, puisque Unicancer est un des 2 opérateurs majeurs dans le déploiement de la radiothérapie interne vectorisée, et ça nous semblait important d'avoir le point de vue des directeurs d'établissement et de voir comment on peut projeter ces organisations et avec quelle émulation au sein de la direction d'Unicancer. Merci d'avance, monsieur. Merci pour votre invitation, et je débuterai en disant que la radiothérapie interne vectorisée est vraiment une innovation majeure en cancérologie, et ça entraîne aussi une modification des pratiques. Je dirais que les médecins nucléaires étaient jusqu'à présent des imagiers. Ils sont maintenant vraiment des médecins traitants, puisqu'ils rentrent dans le soin, et avec tout ce que cela comporte en sélection de patients, en suivi des patients et en collaboration. Donc c'est vraiment un nouveau métier, enfin une nouvelle fonction, et c'est un point donc déjà important. C'est une innovation formidable, parce que effectivement c'est un nouveau médicament quelque part, ou en tout cas amener le médicament là où il faut, et c'est quelque chose qui est tout à fait innovant et qui en plus est efficace. Alors il y a les installations et l'investissement. Bon, ça c'est un sujet difficile en ce moment, mais néanmoins qui est réalisable. Mais ensuite, c'est effectivement de faire en sorte que d'abord le personnel soit là, que les acteurs soient là. Donc que les médecins nucléaires soient présents, que les radiopharmaciens soient présents, que les radiophysiciens soient présents, que les manipulateurs d'électroradiologie soient présents et soient aussi formés. Alors 2 sujets. Premièrement, il y a une pénurie dans tous ces métiers qui sont en tension, c'est certain. Et puis deuxième élément, il y a une formation à réaliser et qui va sûrement nécessiter plusieurs années, mais qui commence à prendre forme sur ce sujet-là. En tant que radiothérapeute et directeur d'établissement, mais en tant que radiothérapeute, on a maintenant régulièrement des médecins nucléaires qui viennent dans le centre de lutte contre le cancer pour découvrir la cancérologie, je dirais, transversale, et qui viennent donc en radiothérapie, en oncologie médicale, pour effectivement prendre connaissance d'un patient atteint de cancer et de tout le parcours de soins qu'on lui offre. Donc ça, c'est je dirais, une avancée majeure. Et de la même façon, d'ailleurs, les radiothérapeutes et les oncologues médicaux vont en médecine nucléaire pour faire cet échange qui, aujourd'hui, est capital. Donc ça, c'est un point d'avancée. Ce qu'il faudra aussi, c'est au-delà des médecins en formation, avoir aussi tous les soignants. Alors, je pense qu'un manipulateur d'électroradiologie qui était plutôt dans l'imagerie et peut-être pas toujours géré l'avant et l'après, va être dans le soin. Alors avec peut-être parfois les effets plus difficiles de patients qui, au fur et à mesure des cures peuvent peut-être se dégrader, mais aussi avec le résultat de du traitement qu'ils réalisent finalement. Ils sont vraiment partenaires du traitement et je pense que ça peut être quelque chose de tout à fait attractif pour eux. Alors sur les parcours, alors vous avez montré un modèle, mais c'est un modèle de centre de lutte contre le cancer, donc les parcours, ça existe depuis que les centres de lutte contre le cancer existent, je dirais. Donc c'est pas pour les centres d'innovation, mais il y a effectivement beaucoup d'établissements où la médecine nucléaire est un peu en dehors de l'hôpital, ou en tout cas dans un secteur un peu à part, comme parfois l'imagerie. Et il faut effectivement avoir cette rentrée des médecins dans les décisions thérapeutiques et également dans la programmation de la prise en charge. Alors vous avez parlé de la programmation, la première finalement, et avant la programmation du traitement, ça va être la sélection des patients qui vont bénéficier du traitement. Ça ne sera pas tous les patients, ça sera souvent après des lignes thérapeutiques multiples et répétées, en 2e, 3e, 4e ligne, donc des patients fragiles qui ont tout un parcours qui est déjà là. Et donc, premièrement, l'éligibilité, ça va être dans des décisions de réunions de concertation pluridisciplinaire. Et puis, il faut le bénéfice escompté. Est-ce qu'effectivement, ce patient est un bon candidat
Alors pour l'imagerie que vous faites d'abord, qui permettra aussi de les sélectionner, mais est-ce qu'il sera un bon candidat? Et en particulier, est-ce qu'il pourra supporter les effets secondaires? Vous en avez parlé, sur les effets secondaires qui peuvent être hématologiques et qui doivent aussi être pris en compte avec les autres oncologues, que sont les oncologues médicaux ou radiothérapeutes. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement, de promouvoir ce traitement qui réellement est un traitement efficace. Et maintenant, on a quand même des preuves, en particulier pour la prostate, que c'est vraiment une ligne efficace pour les patients. Et puis les neuroendocrines également. Et donc ça, c'est un point important. Et puis, effectivement, de donner une accessibilité, une plus grande développement de cette technique, mais aussi avec une façon relativement, je dirais pas contrôlée, mais en tout cas organisée, pour que ça se passe dans de bonnes conditions, que ça soit pas, je dirais comme on voit parfois, l'ultime traitement. Ça veut tout dire. C'est pas l'ultime traitement, c'est vraiment, on attend quelque chose sur une espérance de vie, sur vraiment un bénéfice. Et ça, c'est des décisions qui devraient être partagées avec l'ensemble des cancérologues qui prennent en charge le patient et qui l'ont déjà pris en charge souvent depuis plusieurs années, parce qu'un patient qui arrive pour de la rive en prostate, ça fait déjà entre 5 et 10 ans qu'il a été traité par divers spécialistes. Donc voilà la réponse, avec effectivement oui le développer, mais l'organiser, et ça c'est un point capital. Et puis le financer, mais monsieur le sénateur sera là pour appuyer. Monsieur Pfeiffer, merci pour cet éclairage au titre d'Unicancer. Effectivement, Unicancer a dans son ADN l'innovation et la recherche, où le groupe, la Fédération des centres, est déjà très impliquée au titre de la recherche. Elle l'est également dans son expérience de routine clinique. Vous parliez des enjeux de coordination qui sont absolument clés dans cette activité. Je crois que c'en est une illustration de plus. Et cette coordination, elle est gage d'efficience pour qu'effectivement le patient puisse bénéficier au bon moment du bon traitement. Et donc c'est une discipline dans laquelle en tout cas les métiers de la médecine nucléaire deviennent à part entière des décisionnaires en coordination avec tous les métiers de l'oncologie. On en arrive à la voix du patient et on a le plaisir d'accueillir le professeur Guy Cantor qui intervient au titre de la Ligue nationale contre le cancer. Professeur Cantor, est-ce que vous pourriez justement nous donner quelques éclairages sur la perception des patients, sur comment une innovation peut trouver sa place finalement dans la connaissance du patient, de sa capacité à être prise en charge. Comment vous appréhendez finalement cette innovation en cancérologie qui commence à trouver sa place. Donc merci à ce titre-là de bien vouloir nous apporter votre éclairage. Merci Mme Vigneault. Moi je suis administrateur à la Ligue et je représente le président Philippe Bergerot qui n'a pas pu venir. Je voulais dire aussi que je suis membre du comité éthique et cancer et je salue non seulement la présence du sénateur mais aussi du membre du comité national d'éthique qui connaît... Et je dois dire que les temps changent et les temps ont changé. Et on est dans un vrai changement de paradigme. Il y a eu la loi Hurier qui concernait les professionnels, la sécurité de l'administration d'un produit, l'intérêt de ce produit, son efficience. C'est l'étape du choix des professionnels pour la prise en charge d'un patient dans un parcours de soins. Maintenant, il y a la loi Kouchner. Alors, elle a déjà plus de 20 ans, mais elle parle du droit des malades et du droit des personnes. Et ce sont des personnes informées qui sont libres de leur choix. Et dans la préoccupation du Comité national d'éthique, il y a bien sûr l'autonomie, c'est-à-dire l'intimité et le respect du choix de la personne. Et ça, c'est un enjeu qui change les paradigmes. Parce qu'on n'est plus uniquement dans l'organisation d'une filière de soins, mais dans la réflexion propre et intime des personnes, et dans son droit à s'exprimer. Alors, je voulais aussi saluer mes collègues de médecine nucléaire et de radiothérapie, qui sont des disciplines qui ont su s'adapter à des changements. Il y a eu le changement considérable de l'imagerie, le scanner, l'IRM, la TEP, enfin, toutes ces grosses machines, ces gros instruments, qui relèvent un peu plus de la loi Hurier que du libre choix et du libre consentement des personnes, parce que c'était un progrès évident.
et ils ont su s'adapter par rapport à des besoins. Alors, on a récemment fait à la Ligue une enquête BVA, donc c'est pas les professionnels ni les malades qui sont impliqués, sur comment les gens ont vécu de la radiothérapie externe. La première constatation, c'est que toutes les données très techniques, scientifiques, c'est pas leur préoccupation. Savoir si c'est une particule et si le transfert d'énergie linéique est grand ou petit, c'est vraiment pas leur problème. Mais ils voient si c'est sérieux ou pas. Mais les caractéristiques techniques, c'est pas vraiment ça qui les importe, sauf certains parcours personnels. La deuxième chose, c'est que les professionnels, quels qu'ils soient, et quels que soient les traitements, sous-estiment l'impact pour les malades de leur traitement. Alors, j'ai regardé sur Internet, les traitements sont bien tolérés. Bien tolérés, c'est bien toléré pour les professionnels de santé ou pour les décideurs, mais certainement pas pour les gens dont l'impact en termes de déplacement, de venue, d'isolement, de gestion de déchets est quand même un impact considérable sur la qualité de vie. Ensuite, il y a beaucoup de symptômes négligés, comme la fatigue. Les séquelles sont rarement évaluées à terme, parce qu'elles sont loin de l'étape initiale du traitement. Et la dernière chose qui est peut-être la plus difficile, c'est que le professeur Peifert parlait de traitements, de multiples traitements, de énième ligne, etc. Ça veut dire que l'histoire du malade dans sa maladie, elle est déjà importante et qu'un traitement nouveau rajoute une toxicité supplémentaire, mais dans un cadre très intriqué. Et il est très difficile d'isoler un traitement. Alors, tout le monde se renvoie sur l'histoire précédente, sur éventuellement un symptôme qui semble négligeable par rapport aux enjeux immédiats, mais à terme, et peut-être même aussi dans l'immédiat, ces enjeux peuvent avoir une conséquence très importante pour les personnes. Ça, c'est un peu ce que nous a montré l'enquête BVA dans le vécu, où les priorités sont pas les mêmes. Alors ensuite, en médecine nucléaire, il y a beaucoup d'indications sur des pathologies bénignes. Et l'histoire de la médecine nucléaire, c'est l'hyperthyroïdie et les cancers de la thyroïde, dont les pronostics sont en général très bons. Là, on est dans des situations cliniques qui vont concerner des malades qui ont déjà une longue histoire, avec des éléments de gravité qui sont très différents. Donc, il y a une certaine confusion pour les malades sur un truc bénin ou un truc malin. En réalité, tous ceux qui vont avoir des traitements pour des pathologies bénignes vont croire qu'ils ont un cancer. Et de l'autre côté, tous ceux qui sont traités pour un cancer vont se demander pourquoi ce truc est aussi mal toléré, alors qu'avant, pour des pathologies bénignes, il l'était bien. Donc il y a un élément de confusion qui est important et qui correspond à un besoin de la part des personnes d'avoir des éclaircissements ou des temps d'explication. La dernière chose, c'est ce que vous avez exprimé, c'est se préparer au progrès. Donc il y a un manifeste qui est en fait un livre blanc. On est content d'avoir un sénateur qui va pouvoir aider dans des attributions de moyens, de mise en place de moyens d'organisation. Je ne doute pas de son efficience, mais c'est un problème de longue date et de long cours. Et en fait, il y a une dernière chose qui exprime très bien les patients et qui est comment répondre à cette question. Vous avez tous dit que c'était une innovation de rupture, que ça allait apporter quelque chose aux gens. Alors nous, on est très contents. Mais j'étais au comité d'éthique et cancer la semaine dernière pour un groupe qui est très différent, qui est celui de cancer du sein avec des pronostics graves et des risques métastatiques élevés. Une partie de ces femmes demande très clairement d'avoir accès à un droit d'essayer. Un droit d'essayer, c'est la volonté qu'exprime la personne de participer soit dans un contexte personnel, soit dans un contexte collectif un peu plus élargi, d'avoir accès à des médicaments. Là, tel que vous raisonnez, vous pensez que c'est acquis. Eh bien, ou alors que qu'il va falloir s'organiser pour l'acquérir. En réalité, il faut la compréhension des patients. Ça veut dire que si des patients en ont besoin, il y a besoin d'une expertise scientifique
dans laquelle vous êtes partie prenante, mais qui est aussi indépendante de vous. Ce qui n'est pas si facile. Peut-être y a-t-il la place de RCP hyper spécialisés, parce que le nombre de patients que vous évoquez n'est pas si important que l'on peut le croire. Cancer de la prostate, c'est le plus fréquent de tous les cancers chez l'homme, mais le cancer de la prostate grave, multitraité et avec beaucoup de métastases, c'est quand même une proportion faible de ces patients. La deuxième chose, c'est vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Va-t-elle accepter, en dehors d'essais cliniques rigoureux, dont elle va se débarrasser au plus vite vu le coût et la difficulté technique, d'avoir une aide compassionnelle qui soit accessible aux patients? Et dans quel cadre cette aide compassionnelle va-t-elle pouvoir être donnée? Ça aussi, c'est un enjeu important. Comment ne pas tomber dans une logique qui est une logique où on perd de la valeur scientifique à l'analyse et à l'évaluation, mais où on peut répondre clairement à un malade, si c'est vraiment une innovation de rupture, j'en ai besoin et vite. Et ça, c'est quand même une des difficultés dans laquelle une des premières limites, c'est l'accès pour les médicaments à donner de manière compassionnelle, pendant un temps donné, ce type de produit. Comment gagner ce temps? Comment aussi oser dire à des gens qu'on est dans des progrès prometteurs qui ne leur sont pas dédiés? Moi, je trouve que c'est totalement insupportable. C'est pas bon pour eux. C'est très bon, mais chez moi, dans mon centre anticancéreux, dans mon centre d'isotope, mais toi, tu l'auras pas. Alors là aussi, par rapport à un certain triomphalisme que vous exprimez, comment allez-vous vous organiser, vous les professionnels, pour avoir des accès faciles, des relations facilitées avec l'industrie pharmaceutique, de façon à répondre sans honte et sans réserve que le médicament ou le traitement que vous utilisez est un médicament qui correspond réellement à une innovation de rupture? Merci, professeur Contor. Je crois que le professeur Courmont voulait juste rajouter un commentaire. Non, ça, cher Guy, c'est chaque fois pareil. Quand tu interviens après, on a envie de te répondre pendant des heures. Mais je vais être très court. Premièrement, sur le droit d'essayer. Les médecins nucléaires, grâce aux radiopharmaciens, ont une solution dans les mains qu'on n'arrive pas à utiliser pour des raisons, je laisse Chloé dire, juridiques. Mais en Allemagne, ils ont des radiopharmaciens comme nous, ils ont des docteurs comme nous, ils ont d'excellents chercheurs comme nous, et ils ont la possibilité de essayer, dans une situation très particulière, un médicament radioactif, dans une situation où le malade n'a rien d'autre. Et si ça n'avait pas été fait en Allemagne, si ça n'avait pas été fait en Hollande, j'ai envoyé des malades en Hollande, nous ne serions certainement pas ici. Parce que ça veut dire qu'en dehors de répondre à une situation éthique très douloureuse, alors qu'il y a une justification scientifique évidente des gens pour faire le médicament, des gens pour l'injecter, bref, tout ce qu'il faut, eh ben, la preuve de concept n'aurait pas été faite et nous discuterions pas aujourd'hui d'un médicament mis sur le marché. Nous en parlons aujourd'hui parce que en Hollande, en Autriche, en Allemagne, en Australie, les universitaires, les universités ont la possibilité, c'est pas n'importe quoi, hein, de proposer ces droits à essayer, premièrement. Et deuxièmement, je finis là, l'acteur que j'ai oublié, c'est le patient. Et on a d'extraordinaires relations très instructives avec les associations de patients sur ce que vous venez de dire. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux dans la formation et aussi dans la façon de structurer l'offre de soins. Merci, mais c'est un des éléments clés. Mais trouver une façon dont la France et les universitaires français peuvent permettre de répondre à cette possibilité d'essayer, dans un cadre parfaitement défini, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, me semble une piste sur laquelle il faut travailler. Merci encore. Merci, professeur Courbon. Nous sommes tenus par un horaire précis, donc malheureusement on ne pourra pas prendre davantage de questions. Je voulais, avant de remercier nos orateurs, effectivement faire mention de ce livre, ces propositions que vous voyez affichées, qui sont le résultat d'un travail collectif entre tous les professionnels de santé, les associations de patients, et que nous sommes très très fiers de supporter. Ce travail, on l'exerce au quotidien avec l'accompagnement de l'agence RPP qui est ici présente et qui nous accompagne totalement depuis 3 ans
sur ce travail de mobilisation de la puissance publique autour des enjeux de la structuration de la filière. Donc il était normal de les remercier également dans tout ce travail de longue haleine que nous menons pour développer une filière de soins théranostiques en France avec d'excellents atouts, vous l'aurez compris déjà, dans l'adoption de ces nouvelles stratégies thérapeutiques, la mobilisation de la communauté médicale et scientifique. Et vous l'avez vu, il y a une oreille très attentive de la part du législateur pour permettre de définir ce parcours qui réunira les compétences et les bonnes règles de coordination qui sont nécessaires à pouvoir donner de la visibilité à la puissance publique et pouvoir aller chercher de l'efficience et donc de la valeur pour ce parcours. C'est extrêmement important que ce travail collectif puisse se poursuivre. Donc je voulais remercier l'ensemble de nos orateurs qui ont exprimé chacun leur point de vue. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et désolé pour le temps de questions qui est écoulé, si j'ai bien compris. Ah, on peut prendre une ou deux questions. Alors, est-ce que certains d'entre vous voulaient intervenir? Non? Bon, bah, je crois qu'on va rester sur cette conclusion et encore merci à nos 5 orateurs.